Pascal, vous restez à mes côtés car effectivement, on l'a évoqué dans quelques vignettes, la transmission mère-enfant était un vrai sujet pour les médecins et également pour les populations. Pour en parler, donc à nouveau Pascal, ainsi que Roland Toubiana et Christian Courpotin. Merci de les accueillir. Bonjour. À vous de jouer. Là aussi des slides richement préparés. Exactement. Alors, tout d'abord, c'est moi qui attaque. Ça n'a pas toujours été aussi simple de faire des enfants quand quelqu'un était VIH que maintenant. Et donc, je repars d'une époque que les plus anciens ont connue. En l'absence de traitement antirétroviral efficace, eh bien, normalement, les schémas doivent dire seuls, je vous cite juste les époques, débrouillez-vous. C'était la situation. Pas de traitement, pas d'autre solution que le préservatif. Puis, 96, début des antirétroviraux efficaces, on va dire jusqu'à une période récente, parce que la stratégie aura changé. Donc, vous allez voir sur les graphes suivants, je m'interromps pour signaler que ces dessins ont été faits par un de mes patients à qui j'ai demandé de me faire l'histoire de la procréation. Donc, je suis très touchée. Donc, à partir de cette période-là, eh bien, vous voyez la situation où c'était l'homme qui était infecté et déjà quand même en présence de traitements efficaces. Comment faire ? Eh bien voilà, nous avions trouvé la solution que vous avez donc probablement été un certain nombre à utiliser pour être sûr de la faire. Donc nous avions de nouveau un bébé. Même cas, bébé non infecté par définition. Même cas, mais en situation inverse, c'est la femme qui est porteuse du VIH, mais nous avons des traitements. Et là, interrogation. Personne ne manque d'imagination, donc on fait comme on faisait avant, et yop la boum, à la date fatidique. Je vois qu'il n'y a pas tant que ça de gens dans la salle qui ont joué à faire ça, parce que ceux qui ont essayé ça se rappellent de ces consultations absolument héroïques sur l'auto-insémination dans un couple. Et donc là, de nouveau, des bébés qui allaient parfaitement bien. Et maintenant, comme vous le savez, tout s'est simplifié. Et donc, après cette épopée héroïque, nous retrouvons dans cette situation beaucoup plus favorable. Maintenant, on va faire une petite interview avec Roland Toubiana, que certains nombres connaissent, parisien, très spécialiste de la transmission mère-enfant du VIH et grand baroudeur. Et donc, les diapositives vont tourner, je vous explique le système pour les deux topos qui suivent, de manière indépendante de notre conversation. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien avoir des données en plus. Ils auront leurs données, mais notre conversation sera notre conversation. Roland. Un petit préalable, Pascal m'a dit, pas trop de science, de l'émotion. Et ce que j'entends depuis tout à l'heure, dans ce qu'on appelle, nous, le monde du VIH, c'est que la science, la rigueur, la recherche, la prise en charge des patients et l'émotion, c'est plus que compatible. C'est moteur. Tout à fait. Donc, transmission mère-enfant, tu as l'impression qu'on a tout de suite su que les enfants pouvaient être infectés ? Alors, le début de grossesse et VIH, ça a été quelque chose d'extrêmement chaotique et dramatique pour les femmes qui se sont retrouvées enceintes, soit dépistées, soit connues pour le VIH, parce qu'il y avait un énorme sentiment de rejet, y compris de la part du monde médical, on a vu arriver des femmes traitées de criminelles parce qu'enceintes, alors que porteuses de ce virus qu'on ne maîtrisait absolument pas. Je crois que oui, on a su tout de suite qu'il y avait une transmission de la mère à l'enfant, et on s'est mis tout de suite, pas moi, beaucoup de gens, sur la prise en charge,
le soin de ces femmes, de leurs enfants, pour prévenir la transmission. Et éventuellement, quand il y a un père de la famille, ça s'est organisé assez vite. Pour la petite histoire, la première cohorte ANRS, la SCO 1, c'est la fameuse EPF. C'est la première mobilisation en cohorte de l'EPF, c'était sur ce sujet. Vous avez entendu tout à l'heure Jean-François réagir aux résultats publiés dans le New England en 1994, qui montrait 3 fois moins de transmission, avec un très mauvais protocole en termes de thérapeutique, mais qui avait le mérite d'exister. C'est la première publication sur la réduction de la transmission. Donc oui, on savait, oui, il y a une mobilisation, mais dans un milieu hostile, si j'ose dire, pour la plupart des lieux hospitaliers. J'ai souvenir, moi, d'être allé au staff de la maternité chez nous pour convaincre qu'il ne fallait pas jeter ces femmes, qu'il fallait s'occuper de ces enfants, et qu'il fallait arrêter de mettre des pastilles rouges sur les dossiers, de stigmatiser comme ça ces femmes. Vu on va dire d'ici, on a l'impression que, à contrario, ça a été la première entrée du traitement antirétroviral en Afrique subsaharienne. Alors oui, d'une façon que, bien sûr, a posteriori, on trouve un peu étrange. Vous vous souvenez de la névirapine, la dose de névirapine à l'accouchement qui réduisait la transmission de façon réaliste, de façon réelle, mais loin des performances qu'on peut atteindre aujourd'hui en couvrant toute la grossesse par des antirétroviraux. On a appris à connaître d'abord les moments de la transmission. Merci Christine Rosiou et Dominique Costagliola d'avoir publié un papier historique sur les moments de la transmission en modélisation. Ensuite, on a appliqué les traitements de l'adulte à la maman. D'abord, on ne traitait pas au début de la grossesse, puis on a été rassuré, on a traité toute la grossesse. En parallèle, en Afrique, on est passé d'une option de traitement ponctuel à une option, la dernière, je passe parce qu'on pourrait parler toute la journée, l'option B+, qui est de traiter la maman avec une multithérapie quand elle est enceinte, de la laisser, de suivre la grossesse, de suivre l'accouchement, de couvrir l'allaitement et de couvrir toute la vie de cette femme, vie sexuelle pour son partenaire et vie de maman pour ses futurs enfants, avec des succès assez importants. Les problématiques qu'on a eues, qui existent encore dans ces pays, c'est qu'il y a encore 150 000 transmissions mère-enfant par an dans le monde, dont l'immense majorité est liée au non-diagnostic, il faut se rappeler, et au non-traitement des mamans pendant la grossesse. Je suis trop bavard ? Non, c'était parfait, mon Roland. Alors, maintenant que cet enfant est né, on va passer la parole à Christian Courpotin, pédiatre et surtout grand baroudeur dans l'Afrique. Alors, raconte-nous ta rencontre avec le problème des enfants en Afrique subsaharienne. Alors, effectivement, je pense que c'est très important justement de penser aux enfants, parce qu'on a souvent tendance à les mettre dans un groupe minoritaire, alors qu'ils continuent, et en particulier sur le continent africain précisément, à être un problème véritablement très important. Je pense que sur la diapo que vous voyez, il y a un chiffre qui est très important, c'est le fait qu'il y a 360 nouveaux cas pédiatriques qui se produisent par jour. Donc on se rend compte que ce n'est pas du tout quelque chose qui est éliminé. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'effets d'annonce sur la fin du sida, mais dans le domaine du sida pédiatrique, je pense qu'il y a encore un très gros effort à fournir. Et ceci parce que, justement, les causes de contamination de l'enfant sont en fait assez multiples. Bien sûr, on vient de le voir, il y a une réussite qui est évidente et très importante par rapport à la prise en charge de la prévention de la transmission mère-enfant, mais il faut voir aussi beaucoup que sur le continent africain, beaucoup de femmes échappent à ce traitement. Pourquoi ? Parce que le nombre d'accouchements à domicile est encore très important, le rôle des matrones est très important, qui restent en dehors du circuit au niveau des centres de santé, parce que l'approvisionnement en médicaments continue à poser des problèmes majeurs, et en particulier en ce qui concerne pour l'enfant les formes galéniques pédiatriques. Soit il en arrive trop
et elles se périment, soit on en manque et on est donc confronté à ces problèmes-là. Et puis, j'évoquais le succès, bien entendu, de la prévention de la transmission mère-enfant, mais à côté de ça, il faut voir qu'en dehors des femmes qui échappent à ça, il y a de nombreuses causes de contamination pour l'enfant. Par exemple, la réutilisation du matériel à usage unique qui fait qui va contaminer un certain nombre d'enfants. Un certain nombre de traditions autour, par exemple, de la circoncision ou de l'excision, malheureusement, qui restent importants, qui sont des causes de contamination importantes. Et donc, l'enfant, après sa naissance, est soumis à de multiples risques. Et en plus, il faut voir que dans beaucoup de ces régions où le sida pédiatrique continue à galoper, il y a aussi ces conflits, et l'actualité d'aujourd'hui nous montre combien ils sont importants dans le monde entier, et en particulier les violences sexuelles par rapport aux enfants. Et puis il y a tout le problème des adolescents aussi. Les adolescents avec je dirais leur premier rapport sexuel qui est souvent très précoce sans qu'ils aient eu une éducation par rapport à ça. Alors, le problème s'améliore considérablement sur le continent africain au niveau des capitales, mais en particulier, j'ai une expérience assez importante sur la RDC. Vous voyez, il y a 10 millions d'habitants à Kinshasa, mais il y en a 102 millions sur le continent, et la majorité vivent en brousse. Et ça veut dire que beaucoup de ceux qui sont contaminés ne sont pas en fait connus ou vont être connus parce qu'ils vont décéder d'une maladie opportuniste ou autre. Et puis d'autre part, il faut voir que quand on voit la prise en charge, par exemple, correcte, c'est-à-dire celle qui mène justement, je ne dirais pas à la guérison, parce que c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer dans cette maladie, mais à la stabilisation, eh bien c'est que quand on voit sur cette diapositive, si vous voulez, ce taux qui reste très très bas d'enfants qui ont accès au traitement, mais d'une façon tout à fait incorrecte, puisqu'il n'y a que 37% des enfants en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale qui suivent le traitement avec une bonne observance et d'une façon correcte. Et d'autre part, il ne faut pas oublier qu'en pédiatrie, eh bien, il y a le problème que l'enfant est dépendant des parents dans les premières prises de médicaments, et que ces parents sont souvent dans des situations très difficiles. Et donc, par conséquent, ça va aussi retentir sur la qualité de leur traitement. Si je vous comprends bien, les 10% qui nous restent à traiter, enfin à réussir à amener et à traiter pour avoir des chiffres merveilleux, il va falloir beaucoup plus de travail pour traiter les 10 derniers pourcents qui restent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement... c'est le problème de l'accès, de la disponibilité des techniques, des médicaments, enfin de problèmes que tout le monde connaît ici. Donc plus de travail pour obtenir par contre, le même résultat dans la certaines faisabilité situations. partout dans le monde, oui, à condition d'y mettre le paquet avec les gens du coin. On n'a pas parlé d'allaitement, mais c'est quelque chose de très important aussi. Dans beaucoup d'endroits du monde, l'allaitement est obligatoire et ne se discute pas, et donc il faut entourer les choses le mieux possible. Ouais, je suis un peu moins pessimiste que toi, mais peut-être plus comment dirais-je, naïf. Je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer et pas transposer nos schémas ailleurs, mais avoir la même compréhension du phénomène et des moyens d'action. Je crois que pour conclure, c'est très beau ce que vous dites, c'est-à-dire que quel que soit votre mode d'exercice, l'important, c'est qu'il faut continuer. Continuer, donc message à cette relève. Merci beaucoup à tous les trois.